Qu'est-ce que c'est, le Graal? Vous savez pas vraiment? Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il y en a pour deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. Des seigneurs, des chevaliers errants, des riches, des pauvres. Mais, à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Merci, monsieur, c'était très bien. C'était très bien. Vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien. Ça, c'est comme ci, comme ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. La table ronde du management. Une production Albus Conseil. Salut Camille. Salut Pat. On est très heureux de vous retrouver pour la table ronde du management ce mois-ci. Et on accueille Mouna qui va venir discuter avec nous. Salut Mouna. Salut Pat, salut Camille, bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on va vous parler du sujet de la performance et des différents modèles managériaux pour la gérer, cette question difficile de la performance. Non, il n'y a pas de secret parce que on est en permanence en recherche d'équilibre et d'harmonie. Ce qui a généré tout cela aujourd'hui et qui nous a permis de gagner a toutes les chances de ne pas fonctionner demain. Donc ça veut dire que demain, on devra trouver à nouveau les éléments générateurs d'équilibre et d'harmonie. Donc on est toujours dans une recherche d'anticipation, mais aussi de réglage adapté. Donc s'intéresser aux hommes, c'est se donner peut-être la possibilité de comprendre comment mieux les amener à performer. Voilà, donc il n'y a pas de solution et il n'y a surtout pas de solution adaptée. Je dirais, il n'y a pas une solution pour un groupe. Chacun des éléments du groupe va générer ou va nécessiter des solutions un peu singulières. Et le rôle du manager, c'est justement de trouver cet ensemble de choses. Claude Onesta, il parle d'un gros problème qu'on a aujourd'hui en entreprise. C'est que on essaie de mettre des systèmes collectifs pour gérer la performance, mais on voit bien que ça crée beaucoup de pression sur les individus. Bah oui, parce qu'en fait, c'est vrai que ce sujet de la performance, il est omniprésent pour vous dans les entreprises. Il est omniprésent parce qu'une boîte qui est pas performante, elle meurt. Et un individu qui n'est pas performant dans son entreprise, il meurt aussi d'une certaine façon, soit parce qu'il est licencié, soit parce qu'il perd l'estime de lui, soit parce qu'il perd sa santé émotionnelle. Il y a aussi de plus en plus de burn-out et ça, on en est témoin tous les jours et vous aussi. Donc aujourd'hui, on est face à un paradoxe qui est comment on gère cette performance avec des collaborateurs qui ont de plus en plus de mal à l'être. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi ce mois-ci de parler de ce difficile sujet. On va passer 1 heure là-dessus. Et pour commencer, avant de rentrer vraiment dans les conséquences dans l'entreprise, on va vous proposer, comme on a pu le faire par le passé, de réfléchir autour d'un modèle, ou plutôt de 2 modèles, inspirés de 2 managers que vous connaissez sûrement. Enfin, on va les représenter si c'est nécessaire. C'est le roi Arthur et Lancelot qui nous ont montré 2 façons très différentes d'envisager la performance avec les gens dont ils avaient la charge. Alors Lancelot, comme Arthur, il cherche le Graal, sauf que lui, il met le fait de chercher, de trouver le Graal au-dessus de tout. Donc il est très orienté résultat, et donc pour atteindre son résultat, ce qu'il veut, c'est les meilleurs, avoir les plus forts dans son équipe pour être sûr d'y arriver. Du coup, lui-même se met une très grande exigence, notamment celle de l'exemplarité. Il essaye de faire tout très bien pour montrer l'exemple aux autres et leur dire, voilà, en fait, le niveau d'exigence, il est là, il est basé sur moi et c'est celui-là que je vous applique. Autour de lui, il n'y a pas que des très bons et il sait pas trop comment faire et comment gérer ça et il se retrouve plutôt à la fin tout seul. Arthur, pendant ce temps-là, lui aussi, il cherche le Graal. La différence avec Lancelot, c'est qu'il ne met pas la quête du Graal au-dessus de tout. Il s'en sert plutôt pour développer, on va dire, ses chevaliers. Vous pouvez faire l'analogie avec les collaborateurs, évidemment. Et du coup, il regarde avant tout les progrès qu'ils vont faire, les potentiels de départ. Et puis voilà, du coup, il regarde pas forcément la performance immédiate, mais dans le temps. Et il donne sa chance à tout le monde.
Alors pour illustrer ça, on va écouter un petit son. Alors évidemment, on va pas mal écouter du Kaamelott dans l'émission d'aujourd'hui. Donc écoutons le médiateur qui s'appelle. Ce que je lui reproche, c'est de pas être assez souple. Ouais. Vous voulez dire physiquement ? Voilà, c'est ça. Exactement, physiquement. Je peux pas supporter les mecs qui arrivent pas à toucher le bout des pieds avec les mains. Non mais c'est bon, je comprends rien à ce que vous dites. Qu'est-ce que ça veut dire pas souple ? Mais pas souple, quoi, voilà. Avec vous, tout doit toujours être comme ça, être pas souple. Ouais, bah vous êtes trop souple. Non, attention, n'affirmez rien. Dites, je pense. Je pense que vous êtes trop souple. Mais moi, je pense que vous êtes un péteux. Quoi ? Attention, Non, c'est bon. Vous, là, votre pureté, votre cœur noble, votre dévotion. Et puis tous ceux qui sont pas purs, ça vaut rien. Mais moi, je le dis depuis le début, ça. La quête du Graal, c'est pour l'élite. Les cons, faut les mettre de côté, sinon on rame. Ah bon ? Et c'est lesquels, les cons ? Vous avez fait une liste ? Ah bah voilà une bonne chose. Faisons une liste des cons. Franchement, je trouve pas ça si exagéré que ça. Il y a évidemment le langage fleuri, mais moi, je les entends quasiment ces phrases-là en entreprise, hein, pas vous ? Si, tout à fait. Ouais, complètement. Et il y a un mot, en fait, je pense qui est assez révélateur, c'est l'élitisme. Ouais. Et un modèle sur lequel est basé encore beaucoup de boîtes françaises aujourd'hui et dont on a du mal à s'extraire, en fait. Et puis françaises, t'es gentil, c'est mondial. Oui, je dis françaises, mais t'as raison. elles sont toutes vachement comme ça. Il y a un côté, moi je trouve extrêmement réaliste dans justement cette espèce d'idée de dire, mais on doit prendre les meilleurs, et finalement, on voit bien qu'on laisse les gens, beaucoup de gens au bord de la route, et on finit avec des managers là comme Lancelot qui finissent par être agressifs, mais qui emploient tous les termes de l'entreprise moderne, quoi. Il est pas du tout caricatural, ce mec. Et puis surtout, on n'a pas que des meilleurs. Je pense que en tant que manager, vous le voyez tous les jours. Vous avez pas que des top performers dans vos équipes. Donc comment on fait ? On prend les 1 ou 2 meilleurs, parce que quand on prend statistiquement les équipes, en général, il y a 2-3 locomotives et le reste n'ont pas toujours un top niveau de performance. Donc on fait comment ? On s'appuie que sur les meilleurs et on les essouffle ? On laisse les autres de côté ? Je sais pas. Mais ouais, c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui. Mais moi, à chaque fois qu'on écoute ce genre d'extrait, je suis frappé que ça a l'air évident quand tu le dis, Camille, de se dire évidemment, il faut s'appuyer sur tout le monde, mais en vrai, ce qu'on entend, c'est du Lancelot tout le temps. C'est-à-dire qu'on entend vraiment ce côté, oui, la quête du Graal, c'est fait pour une élite. Et en fait, si vous regardez dans vos entreprises, les mecs pratiquement sont sourcillés et vous disent ça. Alors que le job, il est fait par 90% des gens et pas par 10% d'une élite. Oui, je suis d'accord. Et puis, de toute manière, on grandit un peu avec ça. Hein. À l'école, c'est aussi un peu ça qu'on nous apprend en France. C'est on prend les meilleurs, qui a les meilleures notes, on fait des comparaisons et on compare jamais les gens à eux-mêmes et à leur point de départ. Et donc on reproduit un peu la même chose et on le voit bien en entreprise. Et du coup, tout ça fait que c'est compliqué d'en sortir, même si ça rend les gens malheureux, que ce soit les équipes ou les managers, on voit bien que ça reste difficile pour eux d'en sortir. Ah ouais, tu dis française, mais en plus je pense que c'est pas que français. J'étais avec une jeune manager anglaise il y a peu de temps. Et elle est exactement comme ça, c'est-à-dire que moi je lui demandais mais c'est quoi une bonne note en dictée, elle dit 10, je raconte Arthur Lancelot, elle continue à dire 10, et même pour un élève qui aurait eu 2, elle pense que la meilleure façon de le faire progresser c'est d'avoir 10, et donc sans se rendre compte que ça va nécessairement, ou en tout cas il y a de très très grande chance que ça le décourage définitivement. Et moi j'ai vraiment ce sentiment, peut-être, je sais pas si c'est mondial, mais en tout cas c'est largement occidental, anglo-saxon, latin, asiatique, je ne sais pas, mais je pense aussi un peu, véritablement. Donc on est au cœur de ça, moi, au cœur du Lancelot à plein tube dans la plupart des entreprises mondiales. Et ça pose quand même question. Ça pose notamment la question du long terme. À l'heure où on est à la course à l'immédiateté au court terme, parce que tous les objectifs sont dictés par le court terme, c'est très difficile aujourd'hui de vous appuyer à ce point-là sur les meilleurs collaborateurs. Parce que dans le temps, on peut pas tenir en ayant un management à la Lancelot. En tout cas, quand on est managé avec un management à la Lancelot, c'est très difficile de tenir sur 2, 5, 10, 20, 30 ans de carrière. Et puis c'est aussi un management qui coûte cher, hein, parce que embaucher les meilleurs, ça coûte cher. Ça demande de leur proposer aussi toujours plein de choses, et en fait ça fait aussi qu'il y a beaucoup de concurrence et que c'est des gens qu'on peut aussi débaucher assez facilement. Donc il faut avoir les moyens de se le payer aussi, un management à la Lancelot. Et puis vous prenez le risque
que vous deveniez une école en fait, un passage. C'est-à-dire que les gens viennent chez vous et se disent je vais 2 ans, 3 ans, de toute façon je sais que je pourrais pas tenir plus longtemps, je vais beaucoup apprendre et je pars. Donc à l'heure où la fidélisation des collaborateurs est un des enjeux cruciaux pour les boîtes, c'est peut-être un peu dommage de réfléchir comme ça. Mais et ça effectivement ce que tu dis c'est vraiment l'exemple des très grands cabinets de conseil type BCG où les jeunes les plus brillants viennent travailler 3-4 ans. Certaines startups aujourd'hui et certains groupes aujourd'hui sont victimes de ce syndrome école et comprennent même pas la cause racine en fait de ça. Ouais. Et j'en viens moi-même à me poser la question de la légitimité purement, par exemple, des systèmes en faveur des hauts potentiels. C'est-à-dire, je crois que le système Lancelot, il a généré ça. C'est-à-dire qu'il a généré l'idée de dire, finalement, dans une entreprise, j'ai des bons, je vais miser sur eux. Dans une logique de locomotive, hein, c'est pas il y a une théorie derrière. Mais sauf que, on dépense beaucoup d'argent pour très peu de gens. Donc, comme tu dis, c'est cher. 2, je trouve qu'on les crame très souvent. Et puis 3, il y a un vrai sujet qui pose problème, moi, dans le système Lancelot, qui est, est-ce que ça peut vraiment marcher une entreprise pour laquelle on dépense si peu pour 90% des gens? Et moi je crois que c'est pas un problème de morale en fait. Je pense que c'est une position qui est totalement fausse, confortable, parce qu'on s'entoure des bêtes de guerre, mais on dépense beaucoup pour des résultats qui sont faibles. Et moi pour le coup, au risque de paraître un peu utopiste, mais moi dans ma vision de l'entreprise pour le coup je trouve que ça pose une question aussi morale, c'est que du coup on considère pas le travail comme un vecteur de développement des gens. Et de leur donner l'estime d'eux, de les faire progresser, de les faire se sentir exister. C'est-à-dire qu'on abandonne 90% des gens. C'est vraiment ça, on les abandonne. En fait, quand on les considère pas comme faisant partie vraiment des forces vives. Et on part d'un postulat de départ qui pour moi est faux, qui est on est bon, on l'est pas. Et on peut pas devenir bon. Or, et c'est ça tout l'intérêt, même d'un manager, c'est comment rendre bon les gens. Alors justement, moi je trouve qu'il faut qu'on dissipe, avant d'aller plus loin et de rentrer dans le débat, il faut qu'on dissipe juste une petite remarque qu'on peut faire entre Arthur et Lancelot, ce serait de laisser penser que Arthur est moins exigeant que Lancelot. Et je vous propose d'écouter un petit extrait sur le sujet et on en discute après. C'est Aimé Jacquet. Moi je serai impitoyable puisque vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Donc permettez-moi d'être impitoyable sur certaines choses quand même. C'était d'accord. Nous sommes là, donnant. C'est-à-dire qu'un garçon qui va prendre ses responsabilités et qui va faire des choses, ok. Un garçon qui est dans le zig, non, ça sert à rien pour l'équipe. Utile pour l'équipe, efficace, attaquant. Et venez pas m'emmerder. Fixez-vous des objectifs. Tous. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis avec qui? Qui est à côté de moi? Quelles sont ses principales qualités? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous avez compris, hein? C'est ça le foot. Bon, on a choisi des extraits avec des managers à accent aujourd'hui. Ah oui, non, on aime bien. Ouais, c'est la thématique. C'est la thématique du jour. D'ailleurs, on va peut-être prendre un accent pour la suite. Oui, je te laisse cette responsabilité. Je suis nulle en accent, donc je vais pas le tenter parce que là, je vais vraiment ridiculiser. Mais... Si on revient sur Aimé Jacquet, alors lui, c'est vraiment un Arthur connu, assumé et très caricatural presque, hein, puisque vous vous rappelez que par exemple il avait exclu Eric Cantona, David Ginola de son équipe, qui était censé être les meilleurs joueurs du moment, puis il est champion du monde en 98, tout le monde s'en souvient. Ça c'est très arthurien, hein, de virer les meilleurs pour faire la place au collectif. Et là il nous explique que pareil, il nous explique pas qu'il est pas exigeant, il nous explique qu'il faut demander à chacun ce pourquoi il est le meilleur, et sur ce point être très exigeant. Et sur ce point être très exigeant. Ouais. Tout à fait. Et le fameux muscle ton jeu, Robert, c'est bien de l'exigence, hein. C'est pas oh là là, le pauvre Robert il joue tout mou, alors je vais le laisser jouer tout mou parce que je suis arthurien. Hein. Donc il y a vraiment Arthur n'est pas l'absence d'exigence. Arthur c'est de l'exigence pour tous, mais mesuré, raisonnable, enfin par rapport à son point de départ, comme tu disais, pas en comparaison les uns par rapport aux autres, en comparaison les uns par rapport à eux-mêmes. À ce qu'ils sont. Exactement. Arthur est très exigeant, mais il est capable aussi d'écouter
chaque personne individuellement pour comprendre et où mettre le bon niveau d'exigence par rapport à elle, celui qui fera qu'elle ne sera pas démotivée et que, au contraire, elle aura envie de surmonter le challenge et pas juste abandonner directement. Et autre chose, c'est que et du coup, pour corroborer ce que tu dis, c'est qu'il parle aux collaborateurs, ou là, en l'occurrence, à ses joueurs, d'égal à égal. Chez Lancelot, il y a quelque chose de très méprisant, qui est je méprise les faibles et je valorise les forts. Là, Arthur, lui, il parle d'égal à égal en responsabilisant les personnes. C'est-à-dire que je te donne les clés un peu de ton destin. Je te donne les clés de ta progression. Je te permets de te fixer, d'avoir une évaluation sur toi, de te fixer le niveau de performance que tu es capable d'atteindre. Et c'est comme ça, du coup, qu'il leur permet de donner le meilleur aussi. Et c'est pour ça que quand on pourrait se dire, ah bah Arthur est moins exigeant, moi je pense même qu'il est plus exigeant. Parce que, finalement, si on reprend l'exemple de l'école, exiger de toute la classe d'avoir 8, 9 ou 10 sur 10 en dictée, c'est effectivement fixer un objectif raisonnable à ceux qui ont déjà 7 ou 8, mais c'est probablement perdre les 3/4 de la classe. Et donc, quelque part, il est facile pour le mauvais élève du moment de se dire que il est mauvais en orthographe, vous savez mauvais en maths, on l'entend tout le temps, parce que ça évite d'avoir à se confronter à un niveau d'exigence qui est déraisonnable. Arthur, il est plus exigeant parce qu'il ne laisse pas cette porte de sortie. Il ne laisse pas l'idée de dire ah bah ouais, il y a des bons et des mauvais en maths, des bons et des mauvais en dictée, des bons et des mauvais dans l'entreprise. Vous avez tous des capacités, votre responsabilité c'est d'essayer de les développer. Donc à ce titre, c'est un vrai manager de l'exigence, humaniste selon nous, mais un vrai manager de l'exigence. On est des militants d'Arthur ah, et oui. qu'on aimerait bien avoir au cas où il y avait encore un doute qui subsistait, mais bon, c'est qu'on aimerait bien arthuriser l'ensemble de nos clients et des entreprises avec lesquelles on travaille. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a des systèmes adaptés à Lancelot et des systèmes adaptés à Arthur? Moi, très clairement, je pense que le système arthurien est meilleur, j'allais dire dans 100% des cas, et je vous accorde dans 99% des cas. Et que donc, je milite vraiment pour que on passe en arthurien dans tous les cas de figure, en adaptant l'arthurien au contexte, mais toujours en arthurien. Je propose qu'on discute un peu de ce postulat-là pendant quelques minutes. Alors, pourquoi aujourd'hui, tout le monde n'est pas déjà arthurien, et pourquoi en fait ça semble plus simple pour nos managers d'être Lancelot? Je sais pas à 100%, mais disons que j'ai deux explications. La première, elle est culturelle, c'est ce que tu disais, dans nos pays, on est Lancelot probablement depuis l'école, et que donc on est Lancelot par reproduction. Par ailleurs, c'est toujours dans la première raison, on est tellement Lancelot par reproduction que ceux qui nous gouvernent sont des vainqueurs de ce système, sont donc des Lancelots aboutis. Et donc, ceux qui ont gagné par un système n'ont pas de raison de penser que le système qui les a fait gagner est mauvais. Donc, on est dans un système qui est culturel, qui promeut un certain nombre de personnes, et ces personnes sont ceux qui ont la responsabilité. Donc déjà, première raison, c'est compliqué, c'est ça. Puis la deuxième raison, me semble-t-il, c'est le problème c'est beaucoup plus simple de présenter Lancelot que Arthur, parce que Arthur, ça nécessite d'avoir des objectifs ajustés, donc intelligents, donc de réfléchir, donc de pas avoir une courbe de Gauss pour t'expliquer que tes salaires doivent être répartis comme ci comme ça, etc. Donc derrière Arthur, on est obligé de reconnaître qu'il y a un certain nombre de complexités de mise en œuvre, qui fait que c'est beaucoup plus simple de ne pas l'être, en vérité. Mais c'est pas du tout plus efficace. Finalement, Lancelot, il finit par être tellement inflexible qu'il se radicalise et rompt complètement la relation avec ses équipes. Et ça, c'est difficile, et on le voit avec des managers, nous, au quotidien, qui arrivent à rompre cette relation avec leurs équipes, presque malgré eux. Ouais, malgré eux. D'ailleurs, ils disent je m'impose à moi-même l'exigence que j'ai pour les autres. C'est une phrase que vous avez sûrement entendue. Alors oui, on peut regarder la question sous 3 angles. C'est pas bon pour le manager qui l'exerce parce qu'il finit par s'isoler. C'est très dur pour l'équipe qui est managée en Lancelot, soit parce qu'ils sont pas à la hauteur et donc ils sont exclus, soit parce qu'ils sont à la hauteur et donc ils sont surutilisés. Et puis c'est pas bon pour l'entreprise parce que, sauf peut-être dans des toutes petites entreprises elles ne fonctionnent pas avec 10% des gens, et donc avoir une surperformance sur 10% des gens, je suis pas du tout sûr que ça équilibre une sous-performance sur 90. Et donc moi je préfère avoir une performance stable de 100 sur tout le monde, plutôt qu'une espèce de pic sur quelques héros. C'est ça le calcul que je pense être le mauvais calcul de Lancelot. Mais du coup, pourquoi alors est-ce que les managers plutôt s'entêtent dans ce modèle Lancelot parce qu'ils voient pas d'autres alternatives?
Ouais, je pense qu'ils sont pas posé la question. Encore une fois, ils sont les gagnants de ce truc. Le manager d'une entreprise, c'est celui qui est sorti du système par le haut. C'est celui qui est... Donc, lui, il a gagné là-dedans. Il a des talents qui font qu'il s'en est sorti. Donc, quelque part, pourquoi il le remettra en cause? Il va plutôt avoir il va plutôt dire... regardez ce qui a été bon pour moi, comment je m'en suis sorti, à force de travail, d'abnégation, de sérieux, d'exemplarité, blablabla. C'est ça qu'ils nous disent, les mecs. Donc en fait, ils vont donner des leçons, c'est exactement Lancelot, c'est-à-dire qu'ils vont se positionner sur le plan des valeurs, donner des leçons, en pensant que si les autres n'y arrivent pas, en laissant entendre que si les autres n'y arrivent pas, c'est grosso modo, ils n'ont pas suivi ça. Ce qui est évidemment faux. Oui, je me demandais, en fait, comme Arthur, c'est moins un système collectif que plutôt de la connaissance individuelle de ses équipes pour pouvoir fixer les bons objectifs, bien comprendre leur levier de motivation, ce qui va les amener au progrès. Est-ce que ça demandait plus de temps au final? Mais moi je trouve ça, là on est au cœur du truc, c'est que au moment où je suis dans mon système Lancelot, j'ai l'impression que oui, ça va me prendre du temps, parce qu'en fait, je me suis tellement intéressé à 10% qu'en fait, je sais trop rien dire sur les 90% qui restent. J'ai des stéréotypes. J'ai des choses très, très, très simples. C'est un résistant au changement. Oui, il est sérieux, mais il prend pas d'initiative. Des choses extrêmement basiques. Donc effectivement, quand on vient vers eux, faites du Arthur, ça va être super, etc. Intellectuellement, généralement, ils sont d'accord. Par contre, ils se disent, mais comment je vais faire? Mais en réalité, la question est presque un peu absurde, parce qu'aujourd'hui, leur système n'est pas efficace. C'est-à-dire que leur système a mis de côté énormément de gens, les a exclus du truc, et donc ils sont en train de me dire, ouais, mais ça va me prendre beaucoup de temps. Oui, mais ton système actuel te prend déjà beaucoup de temps. Donc ça, c'est la première bout de réponse. Je trouve qu'il faut se rappeler qu'un système Lancelot est un système qui est énergivore. Tu disais aussi tout à l'heure qu'il coûte de l'argent, il coûte aussi en temps, parce qu'il faut s'occuper des bons, et puis surtout, on a plein de mauvais. C'est-à-dire que dans un système où plein de passifs, plein de gens qui ne font pas, et on accompagne un grand site de 500 personnes, et il m'expliquait, le patron, le principal problème, c'est que les gens prennent pas d'initiative. Ah bon, ton problème, il concerne combien de personnes? Je lui ai demandé. Il me dit, mais plus de 490. Il y a 10 personnes qui prennent des initiatives. Alors que ça lui prend énormément de temps. Donc en fait, Arthur, c'est un renversement de ça. Ça lui prend beaucoup de temps parce qu'il compense. Oui. Et ça, je pense c'est important de le ressouligner, c'est que souvent les managers Lancelot sont dans la surcompensation. Du coup, ils s'essoufflent aussi et ils créent des systèmes qui sont un peu après moi le déluge. Oui. C'est-à-dire que le jour où ils partent, tout s'écroule. Ensuite, le système arthurien, il est quand même collectif. Simplement, on va chercher à avoir un collectif où moins en compétition. Tu disais tout à l'heure, en fait, on les compare moins les uns par rapport aux autres, mais eux par rapport à eux-mêmes. Et ça veut donc dire que les uns par rapport aux autres, je vais essayer de gérer plus d'entraide. C'est pour ça que dans un article il y a quelques mois, on écrivait qu'on était contre les objectifs collectifs. C'est parce que contre les objectifs individuels, pardon. C'est parce que les objectifs individuels, ils renforcent le côté Lancelot, c'est-à-dire ils renforcent le fait qu'on se compare et donc on ne s'entraide pas. Alors que l'objectif collectif, si ton objectif il dépend de mon travail, c'est pas automatique, mais ça va nous aider quand même à discuter tous les deux et d'essayer de trouver des solutions. Donc Lancelot, c'est de l'écurie de course, mais c'est pas si rationnel que ça en termes de temps passé. C'est juste que, comme tu le sais, on valide l'état dans lequel on est. Hein, donc ils sont là-dedans, ils pensent que c'est le meilleur système parce qu'ils peuvent pas faire ça en pensant que c'est de la merde. Donc il y a vraiment ce truc-là. Ou alors ils le pensent mais ils n'arrivent pas à faire autrement. Voilà, et ils démissionnent et ils vont ouvrir une chambre d'hôtes dans le Vaucluse. C'est souvent dans le Vaucluse. Ouais, c'est vrai. mais non, mais blague à part, je crois que la migration d'un certain nombre de cadres dirigeants vers ce genre d'activité, à un autre rythme, etc., qui est quand même assez massive, elle est beaucoup liée à ça. C'est-à-dire qu'elle est liée à l'usure absolue du système. Et donc quand ils nous disent « Ah ouais, mais ça va me prendre beaucoup de temps de devenir arthurien », regarde combien ça te prend de temps d'être Lancelot. Ils travaillent la nuit, ceux qui sont Lancelot. C'est pas des économes. C'est pas comme ça que ça marche. Donc non, il faut casser ça. C'est pas si coûteux en temps. Pour poursuivre la discussion, on va se refaire peut-être un petit extrait de Kaamelott, parce qu'on adore ça. Celui-là particulièrement illustre bien la rupture entre Lancelot et Arthur et du coup les différents modes de management. Alors, je vous rappelle pas notre accord, hein? J'assume à mi-temps mes fonctions à la cour de Kaamelott, l'autre moitié du temps je reprends ma place de chevalier errant. Enfin, en même temps, vous me le rappelez un peu, là. Justement. Tout ça, c'est fini. Fini? À la bonne heure! Ah, non, pas de commentaire. Pardon. C'est-à-dire que vous revenez définitivement? C'est magnifique! La barbe! Pardon. Non, je pars définitivement.
Quoi? Mais c'est une plaisanterie. Lord, vous la fermez ou je vous tire une baigne. Voilà. Bon après-midi, sire. Eh, oh. Non, mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? À propos, vous me tournez pas le dos déjà. Et puis, vous pourriez développer un peu, ça me semble un minimum. Qu'est-ce que vous voulez que je développe? Vous n'êtes pas de taille à mener la quête du Graal, vous n'avez pas les épaules. De plus, comme vous êtes incapable de vous séparer de la bande de pantins ridicules qui vous sert de gouvernement, vous passez pour un faible et un laxiste aux yeux du peuple et des pays voisins. Puis je vous parle pas des dieux, évidemment, ceux-là, s'ils pouvaient parler. Enfin bref, voilà, je m'en vais. Je vais me débrouiller tout seul. Et même tout nu et sur un pied, j'irai toujours 100 fois plus loin que vous et votre risible compagnie de crétins. Alors là, on voit bien dans l'extrait que Arthur a du mal à garder Lancelot, donc le plus fort de son équipe avec lui. Et en vrai, comment on fait quand on est un manager arthurien pour ne pas créer un système à plusieurs vitesses qui crée un sentiment d'injustice? Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Et comment on fait pour éviter là, Lancelot il dit laxiste et faible à propos d'Arthur. Il a un langage un peu dur qu'on n'entend pas forcément en entreprise, mais quand même c'est quelque chose qu'on entend, je trouve, dans l'idée. Et tu as raison, c'est un des risques. Alors la première chose, c'est à titre personnel, je crois qu'il faut apprendre à perdre les forts de temps en temps. C'est-à-dire que on voit bien dans Kaamelott, mais dans l'équipe de France d'Aimé Jacquet, dans l'équipe de France de Didier Deschamps de cet été d'ailleurs aussi, on voit bien que l'équilibre d'un collectif peut être meilleur sans le meilleur des joueurs, si jamais ce meilleur des joueurs n'est pas justement généreux ou positif. Donc d'abord, il faut pas être paniqué à l'idée de perdre un bon. Encore une fois, une entreprise, tu sais très bien, et c'est pas, c'est d'abord un système, c'est pas une personne à côté d'une autre et que des gens de talent. C'est d'abord des gens qui travaillent bien ensemble, comme dans une équipe sportive, etc. Donc, d'abord, c'est pas très grave de perdre ça. Ensuite, quand même, on va essayer de ne pas les perdre. C'est là que l'exigence est importante, c'est-à-dire qu'il faut quand même être exigeant, y compris avec les faibles. Il n'est pas question, dans Kaamelott, les faibles sont vraiment très très faibles, donc c'est pour nous faire rire aussi, bien sûr. Mais il faut être exigeant avec les faibles aussi. Et puis je crois qu'il faut être parfois très dur avec les forts qui ont ce comportement espèce de jalousie, parce que je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que je vois pas l'intérêt pour eux de se plaindre d'un comportement bienveillant qu'on a avec les autres. C'est-à-dire que moi je crois que justement le rôle d'un fort c'est d'avancer, d'être généreux, d'emmener les gens avec eux, et puis de laisser aux autres le temps de se développer. Donc je crois qu'il faut pas céder à leur caprice tout le temps, et puis tant pis, on en perdra quelques-uns au bord de la route. Mais ceux-là trouveront du boulot, donc je suis pas très inquiet pour eux. Comme il dit, il va se débrouiller tout seul. Oui, il va se débrouiller tout seul, il est plus fort. Donc ça m'inquiète pas tant que ça. Mais donc le système arthurien quand même peut faire coexister les deux. Il n'y a pas un choix à faire entre garder les faibles ou garder les forts. On peut garder aussi les deux. Oui, on va essayer d'ailleurs de garder les deux, mais on va essayer et on va perdre des faibles aussi. C'est pas un système bisounours, c'est un système où on va étendre l'assiette des gens vers lesquels on fait un effort. Et on va demander un effort à tous. Après, si ça plaît pas à certains des meilleurs, c'est peut-être que c'est pas tout à fait les meilleurs. C'est peut-être qu'ils ont justement un côté très individualiste, que c'est des Benzema, des Cantona, des Ginola, des ce que vous voulez, ou des Lancelot, et qu'il faut peut-être mieux pas l'avoir pour faire fonctionner l'équipe. Et puis attends, c'est pas parce que j'essaie de m'occuper des faibles que j'en ai aucun qui sorte. Donc Arthur, il peut perdre des chevaliers faibles aussi, et on va perdre des joueurs faibles aussi. C'est pas dramatique, mais on n'instaure pas en système le fait que c'est l'exemplarité, l'orientation performance, on instaure en système le progrès et la coopération. Et pas dans un système bisounours, dans un système exigeant pour tous. Mais du coup, la coexistence, elle est conditionnée par le fait que tous doivent accepter que c'est l'harmonie collective qui prime, en fait. Et que oui. Sinon, sinon c'est là que, tu vois, dans le foot, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui la joue trop perso, il a été sorti. Oui. D'ailleurs, pour le meilleur, en tout cas, on a vu que c'était pour le meilleur. Mais du coup, là, la coexistence, pour moi, elle est conditionnée par ça, et à partir de ça, ça peut exister, en tout cas, d'avoir ces deux types de profils. Oui. Je hoche la tête, ce qui n'est pas très radiophonique, mais oui, t'as raison. L'harmonie, du coup, est vraiment essentielle chez Arthur, et cette harmonie est obtenue notamment par le fait qu'il exige quelque chose de tout le monde. Et donc celui qui fait pas d'effort, qu'il soit fort ou faible, va devoir sortir de l'équipe. Maintenant, je hoche la tête parce que là encore, il s'agit pas d'être Lancelot sur le sujet de l'harmonie. C'est-à-dire que il faut pas être inflexible sur le sujet de l'harmonie. On est tous comme on est, et aucun d'entre nous ne peut
prétendre être absolument parfait sur l'aide aux autres, etc. Et de temps en temps, c'est agréable de travailler avec quelqu'un de très fort, et il faut bien reconnaître qu'il y a des moments où c'est très pénible de travailler avec quelqu'un en difficulté. Donc, oui, l'harmonie doit être un préalable. Ensuite, c'est une quête. Ce qui est insupportable dans le Lancelot de l'extrait qu'on a entendu, c'est que il est arrivé à la détestation de ce collectif, et donc il a plus du tout envie de faire d'efforts. Maintenant, sous le coup de la colère, alors on sait qu'il va parvenir, mais sous le coup de la colère, une fois il se fâcherait contre le pauvre Bohort, ça ne mérite pas de le sortir dans la minute. Hein, ne soyons pas inflexibles sur un principe d'harmonie, ça ferait juste un décalage du Lancelot. Mais oui, en effet, ceci dit, l'harmonie doit être un système supérieur au reste, parce qu'il est producteur de résultats, pas par bonté d'âme pure. Il y a d'autres, on va dire, symptômes au système érigé par Lancelot, et je pense qu'on le voit sur des sujets très opérationnels, comme par exemple les salaires, qui est un des moments les plus difficiles pour les managers dans l'année, qui est de répartir la modeste, parfois en tout cas modeste enveloppe qu'ils ont. Et du coup, on a déjà évoqué ce sujet avec des managers en leur disant il y a une autre manière de faire qui serait de regarder cette enveloppe avec des yeux beaucoup plus arthuriens, et qui provoque parfois un peu des hauts le cœur de se dire ah bon, je pourrais reverser une somme plus importante à des gens qui ont des moins bons résultats. Ouais, c'est vrai que la répartition des salaires, elle est dans la plupart des entreprises qu'on peut observer nous, elle est profondément Lancelot. Elle est profondément Lancelot, notamment à cause des fameuses courbes de Gauss que vous connaissez, c'est-à-dire que ou des matrices. Il y a les matrices et les courbes de Gauss qui sont profondément Lancelot, parce que vous savez que notre norme, par exemple, quand il y a des niveaux, quand on doit évaluer nos équipes dans la plupart des entreprises, on n'a pas le droit de les mettre toutes en top performance. C'est interdit. C'est-à-dire qu'il faut respecter une courbe de Gauss. En général, ils ont pas ce problème quand même si on écoute nos clients. Ils ont plus le problème de les mettre majoritairement dans les low perf que dans les high perf. Oh, ça dépend, parce que pour avoir la paix, c'est plus simple de les mettre tous en haut perf. Ah oui, t'as raison, pour avoir la paix. Et donc, oui. donc souvent on va avoir, et puis surtout une équipe qui marche bien, c'est une équipe très collective, et alors là je te mets au défi d'être capable de me différencier vraiment qui est le low perf et qui est le high perf. Donc là on a un problème. Là, ce genre de demande, elle est particulièrement Lancelot dans l'esprit. Donc c'est vrai que pour un manager de terrain qui doit appliquer ça, je reconnais que être arthurien avec un système aussi Lancelot... Ouais, en fait, des outils qui sont Lancelot par définition. Ah ouais. C'est un peu un coup à devenir schizophrène d'être arthurien avec des outils fictifs. Ouais. C'est la grande gloire d'ailleurs des managers qui arrivent à leur petit niveau, petit entre guillemets, mais qui arrivent à mettre un peu d'Arthur dans leur système. Pour moi, c'est leur grande gloire et leur grand fait d'armes, c'est d'arriver à trouver des interstices à l'intérieur de systèmes qui ne le permettent pas vraiment. Et donc il faut les encourager à ça, parce que c'est très compliqué, et effectivement quand on est obligé de faire une courbe de Gauss, on fait une courbe de Gauss, quoi. Et d'ailleurs ça commence aussi par comment on fixe ses objectifs. Le fait de fixer des objectifs et sur du quoi, mais aussi sur du comment. Ça permet plus tard de mieux échapper à ces fameuses courbes de Gauss qui emprisonnent la façon dont on va diviser nos enveloppes. Ouais, t'as raison. Ouais. Et d'ailleurs, je reprends ton quoi comment. Moi, je trouve que un des bons indices pour voir si vous êtes dans un système qui est plutôt arthurien ou plutôt Lancelot, c'est de voir est-ce que vous êtes capable de féliciter quelqu'un qui a un mauvais résultat ou de réprimander quelqu'un qui en a un bon. Le jour où vous félicitez quelqu'un qui a un mauvais résultat, si vous n'êtes pas idiot, c'est que vous avez vu un effort particulièrement important, et donc qui mérite d'être félicité. Le jour où vous réprimandez quelqu'un qui a un très bon résultat, c'est que, contrario, il a peut-être eu son résultat, mais il l'a eu par chance, pour des aspects du contexte, ou alors il aurait pu avoir beaucoup mieux, mais il a fait peu d'efforts. À partir du moment où on est capable de dissocier le résultat de la félicitation, ou de la prime, ou de l'augmentation, directement, alors pour moi, déjà, on passe, Gauss ou pas Gauss, on passe dans un système qui est beaucoup plus Lancelot. Par contre, s'il y a une corrélation immédiate entre j'ai un bon résultat, j'ai une bonne prime, ça sent le Lancelot à plein nez. Oui, donc tu voulais dire arthurien dans le premier, fin de ton premier exemple. Tu veux dire que j'ai inversé? Sûrement. J'ai sûrement inversé. Oui, non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que, voilà, l'arthurien, l'arthurien, il est capable de féliciter celui qui a un mauvais résultat ou de réprimander celui qui en a un bon. Si le comment n'a pas été,
Oui, si le comment vient contredire Exactement, le résultat. Ouais. Hein, si le comment, mais ça arrive très très souvent. Ça arrive très souvent. Et notamment dans la distribution actuellement. On l'a vu, là, on vit une période de distribution extrêmement difficile, notamment en région parisienne à cause des manifestations, des attentats un peu avant, etc. Et puis de la croissance qui est difficile. On voit bien qu'il y a des équipes qui se démènent de façon absolument remarquable et avec un très grand courage et qui ont des très mauvais résultats. Bon, là, évidemment que si vous êtes Lancelot, vous les fumez, et ça arrive, hein. Ils se font encore fumer, hein. Ils sont pour rien, ils peuvent même pas ouvrir le samedi, mais ils se font quand même engueuler par leur chef. Je l'ai vu, ça, et encore il y a quelques jours. Ou alors vous êtes un peu arthurien et vous vous demandez, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'ont fait les équipes, comment elles se sont dépatouillées, et celles qui se sont bien débrouillées, méritent d'être félicitées. On a le cas là dans chez un de nos clients, c'est amusant, à Toulouse, donc une ville particulièrement frappée par les manifestations, d'une équipe qui a extrêmement trouvé des marges de manœuvre en travaillant notamment le reste de la semaine, en étant extrêmement motivé le reste de la semaine, et qui non seulement montre un bel état d'esprit, mérite d'être félicité, puis petit à petit, il y a des résultats qui sont parfois meilleurs que dans d'autres villes beaucoup moins touchées, parce que leur énergie, leur collectif vient compenser ce truc-là. Et donc Arthur, non seulement il est pas moins exigeant, mais en plus il a des meilleurs résultats, y compris à court terme. C'est ça qui est magique dans le truc. Et donc il faut croire à ça pour de vrai. Et donc l'un des premiers conseils qu'on pourrait donner à nos managers de terrain qui sont dans un système un peu Lancelot, c'est de prendre un peu plus de liberté sur leurs objectifs ou sur la façon et le pourquoi ils félicitent leurs équipes. Ça, c'est pas trop compliqué à mettre en place, mais ça peut quand même donner de bons résultats. Ouais, il me semble qu'on peut prendre des libertés là-dessus. En tout cas, le comment laisse des marges de manœuvre presque partout. Même dans les entreprises les plus Lancelot qu'on peut connaître, quoi. Après, il faut prendre un petit peu de hauteur. Il y a probablement des choses à faire dans le management du moyen terme, c'est-à-dire par exemple, qui est-ce que je nomme sur mon nouveau projet que je lance en chef de projet, même en référent ou en leader ou je ne sais quoi. Est-ce que je nomme le plus fort ? Toutes ces questions que je vais avoir assez souvent, j'ai un rôle à tenir. Est-ce que je prends le plus armé ? J'ai quelqu'un qui a jamais réussi quelque chose, est-ce que du coup je lui propose même pas la fois d'après ? Donc j'ai vraiment le choix des gens pour faire un certain nombre de choses est souvent à ma main quand je suis manager. En tout cas, il est souvent partiellement à ma main. Le fait de défendre que ce soit l'un ou pas l'autre, c'est souvent ce qu'on me demande de faire. Donc là, je pense qu'on a, au-delà de la félicitation de la réprimande, on a vraiment un sujet. Je pense que c'est comme ça. J'imagine que c'est comme ça que vous l'utilisez vous quand sur le terrain concrètement. C'est sortir de l'automatisme, de se dire ok, pour cette mission-là, je vais prendre celui que je pense être le meilleur. Je vais peut-être prendre celui qui a le plus de potentiel de progrès et qui va peut-être le plus apprendre de l'expérience. Et du coup, me dire mon résultat c'est moins grave. Le progrès que va faire cette personne, c'est ça qui va payer plus sur le moyen terme et le long terme. Tu veux dire que toi tu conseilles même de nommer des incompétents motivés, quoi? Exactement. La motivation, c'est peut-être l'un des critères les plus importants. Et c'est pour ça que souvent, quand on lance des démarches, ce qu'on va aller chercher, c'est plutôt des volontaires. Parce que finalement, c'est la motivation qui va définir le volontaire, plus que la compétence. Et en fait, c'est un terreau génial pour travailler la motivation. Et pour faire des choses aux gens. Et oui, parce que t'as raison. Et il y a un truc auquel les gens pensent pas, c'est que quand vous mettez quelqu'un de compétent pour faire un sujet, ça paraît naturel et évident de le faire. Parfois, il faut le faire. Je dis pas. Mais par contre, ça creuse les écarts. Parce que plus je suis compétent, plus je suis nommé sur le sujet, plus je concentre la compétence sur le sujet, et moins les autres la concentrent. Donc, à un moment donné, moi je pense qu'il faut pas prendre les compétents. Il faut prendre les incompétents. D'ailleurs, les compétents, vraiment, ils s'ennuient à faire toujours la même chose. Donc, ça va permettre de leur faire à eux quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Si vous voulez pas être aussi radical, parce que si vous êtes Lancelot, et il n'y a pas de problème, on accepte aussi les Lancelots. Nous, ce qu'on regarde, c'est les gens qui ont envie de changer et de travailler sur eux. Non, mais blague à part, si vous voulez pas être aussi radical, parce que ça peut être compliqué quand même de changer du tout au tout son système de management. Déjà, commencez par des gens que vous trouvez pas les plus compétents, sans aller directement à la case incompétent, mais y aller progressivement, se dire spontanément j'aurais pensé à lui. Tiens, je vais changer, je vais regarder entre guillemets le niveau d'en dessous. Et voir ce qu'il y a. Et déjà, vous allez voir qu'on peut faire des choses assez magiques. Ouais, t'as sûrement raison. Non, mais ça c'est sûr, t'as raison. L'incompétence c'est l'extrême, t'as raison. Ça fait peur. Là, on a fait l'exercice dans une boîte qui fait une grosse transfo industrielle, une des plus grandes de leur histoire. Quand on leur a dit prenez d'abord la motivation, on a senti quand même il y avait de la ventoline pas loin, quoi. Non, mais faut minimiser l'impact de la compétence. Exactement, ouais, tout à fait.
En tout cas, oui, c'est pas le premier critère de choix. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, à chaque fois que vous avez ce genre de questionnement parce que vous cherchez quelqu'un, remettez en question votre premier réflexe de vous dire je vais prendre celui qui sait faire, celui qui a déjà fait, celui qui connaît. C'est le plus simple de premier abord, mais c'est pas ce qui va vous permettre d'amener le plus de monde et de faire gagner les gens en compétences finalement. Ouais, et puis le plus compétent, on saura toujours l'utiliser en mentoring, en accompagnement s'il le faut. Oui, on lui trouvera toujours un petit truc à faire, je pense. Oui, exactement. Et puis on va le faire grandir sur autre chose. Et parfois même, les gens, on prive j'ai un exemple en tête d'un DRH qu'on prive d'évolution de carrière parce que on veut utiliser ses compétences là où il est actuellement et qu'on a trop peur de mettre quelqu'un d'autre à sa place qui sera effectivement moins bon. Mais donc là, on est clairement en train de dégoûter. Lancelot est clairement en train de dégoûter un talent en le maintenant à l'endroit où il est compétent. Et donc, il est temps maintenant de faire bouger cet homme, ce DRH, pour le rendre un peu moins compétent et qu'il se développe à nouveau. Quoi. Mais en tout cas, qu'il soit pas frustré. Parce qu'il va devenir, justement, sa motivation va s'étioler dans le temps. Et il va en devenir incompétent, en fait. C'est ça qui finalement est assez fou. Après, pardon. Non, j'allais dire, du coup, ça me fait penser que sûrement le conseil qu'on peut aussi vous donner, c'est d'étirer le temps pour tout ça. C'est-à-dire que d'aller contre l'injonction du court terme dont on a tant parlé jusqu'ici, et de dire que tout ça, ça se regarde dans le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous mettez quelqu'un de moins incompétent, ou de compétent si vous voulez, complètement incompétent si vous voulez tout changer, vous allez pas le faire devenir super compétent du jour au lendemain. C'est à force de lui donner des nouvelles tâches, des nouvelles difficultés à affronter, qui va élever son niveau de compétence, qui va progresser de plus en plus. Mais du coup, ça, il faut avoir un système qui accepte que ça va prendre du temps. Et du coup, pour aller plus loin dans ce que tu dis et pour prendre un peu presque un regard un peu philosophique, je trouve que, en fait, au-delà même de la compétence et de ce que tu dis, donner le temps aux gens de progresser, le grand atout d'Arthur, c'est de regarder à nouveau les gens, c'est un peu ce que dit Onesta au tout début de notre échange, regarder à nouveau les gens avec espoir pour eux. Et c'est ça le problème de Lancelot, c'est que Lancelot, il regarde les gens pas vraiment avec espoir, il les regarde que comme des bêtes à concours. Et en fait, il faut regarder les gens avec espoir. C'est pour ça qu'aussi, nous, on pense qu'il faut pas faire des grandes passations où on explique quand on change de poste qui sont chaque personne pendant des heures, parce qu'on reproduit les schémas de tu verras, lui, il est résistant au changement. Des vrais résistants au changement impossibles à bouger, il y en a. Mais ils sont peu nombreux. En vérité, quand on regarde les gens avec espoir, comme tu dis, en leur laissant un peu le temps d'apprendre, on a beaucoup plus de bonnes surprises que de mauvaises. Donc, Arthur, c'est d'abord quelqu'un qui a de l'espoir, de l'exigence. Donc, il pense que les gens peuvent progresser. Il est exigeant, il leur demande d'essayer de progresser. Et en fait, il est payé assez vite, puisqu'il redonne aux gens de l'estime d'eux-mêmes. Et alors que Lancelot, c'est vraiment de la bête à concours. C'est-à-dire que même ceux qui marchent, qui réussissent, sont dans une logique d'hyper-performance, des bêtes à concours comme les étudiants de classe préparatoire qui préparent HEC ou Polytechnique, c'est-à-dire des gens qui ont des performances incroyables, mais dans une douleur qui fait qu'ils n'y prennent absolument aucun plaisir. Et c'est ça qu'on veut casser. On veut de la performance, on veut de l'exigence, mais on veut pas cette déconnexion entre l'estime de soi et la performance. Je pense que c'est ça qu'on peut donner comme conseil aux gens, principalement. Après, il y a plein de petites choses, mais c'est ça, principalement. Vous voyez autre chose, vous ? Non, mais peut-être pragmatiquement, moi je l'ai vu psychologiquement, en tout cas, j'ai l'impression que ça a aidé certains managers, qu'on leur dise en début de mission, en fait, on se donne X mois, voire jusqu'à une année. On se donne X mois et vous allez voir, ça va changer. Donc au début, ils se disent, quoi, en fait, tout ça, donc on fait une démarche, mais ça va durer aussi longtemps. Et en fait, se dire, ok, non, on se donne 6 mois, on met en place des actions régulièrement, et en fait, il y a des bénéfices assez vite. Mais du coup, psychologiquement, de se mettre une échéance, ça aide, je pense. Oui, mais d'une échéance, oui, mais pas de résultat immédiat. Et par exemple, moi, j'ai jamais vu des collectifs aussi efficaces que quand on leur demande pas de livrer une décision à la fin d'une réunion. Enlevez la nécessité de livrer une décision et vous allez augmenter le niveau de la réunion. Et c'est exactement ça le pari d'Arthur. C'est arrêter de demander une performance immédiate et vous allez augmenter le niveau des gens et leur performance à long terme. Et du coup, le pacte
vous faites, qu'on fait avec ces équipes quand on veut changer un peu de modèle, ça impacte pas sur les résultats qu'on attend, mais plus sur la façon dont on va fonctionner dans les mois qui viennent et comment qu'est-ce qu'on va exiger de chacun et comment on va faire progresser chacun. Et c'est peut-être ça qui est intéressant de mettre un peu au début. Quand tu dis faut mettre un rythme, faut donner une deadline, c'est plus pour expliquer ça et pour faire en sorte que les gens ne soient pas pris au dépourvu ou surpris de ce changement-là, qu'ils le comprennent et qu'ils rentrent dans le jeu, quoi. En fait, ouais, mais alors du coup, moi, quand je parlais de deadline, c'était plus manager vis-à-vis de lui, qui se disent pas, ah oui, le mois prochain, faut que j'ai des résultats, c'est plutôt, ok, je m'autorise à me laisser du temps. Je fais un petit peu mon laboratoire. D'ailleurs, ça, c'est presque plus pour le vendre à ses propres chefs. En disant, attends, je change des choses en management. Attends un peu, laisse-moi du temps. Laisse-moi 6 mois. Là, je suis en train de faire le travail avec une manager et on a vendu ça à sa chef, quoi. Laisse-lui 6 mois, en fait. Tu vas voir ce qu'elle est capable de faire. Mais en moins, ça va être compliqué. Et déjà, il y a un côté, relax. Ok, j'ai un peu du temps pour tester des choses. Et après, comme dit Mouna, quand vous changez de mode de management, ça peut être très surprenant pour les équipes. Notamment pour ceux qui étaient du coup les mieux lotis dans le système Lancelot et qui étaient les meilleurs. Du coup, il faut expliquer en fait. Voilà, on va changer les choses, on va fonctionner ensemble différemment. Vous n'êtes pas obligé de leur donner tous les coulisses, mais déjà expliquer pourquoi vous changez de posture vis-à-vis d'eux. Parce que sinon, c'est là qu'aussi vous risquez un petit peu de rompre la relation avec certains. Je propose qu'on termine en écoutant un dernier son et qui nous fera une dernière petite discussion. Des chefs de guerre, il y en a de toutes sortes. Des bons, des mauvais. Des pleines cagettes, il y en a. Mais une fois de temps en temps, il en sort un. Exceptionnel. Un héros, une légende. Des chefs comme ça, il y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun? Tu sais ce que c'est? Leur pouvoir secret? Non. Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Des frissons, moi, cette vidéo. Je l'ai regardé 1000 fois. Ouais, il est très sensible, Patrick. Au cas où certains n'avaient pas encore remarqué. C'est important pour moi, cette phrase. Et alors, certains la trouvent un peu communiste. En fait, je trouve pas, moi. Humaniste, oui, communiste. Écoute, figure-toi qu'elle a été reprise par Mélenchon. J'ai vu ça récemment. Donc, c'est pas vraiment du communisme, on est d'accord, mais enfin, c'est un peu ça. Moi, je la trouve pas si communiste que ça. En réalité, je trouve que ça dit un peu ce que dit Arthur, c'est-à-dire on s'occupe de tout le monde. Je trouve que ça dit aussi à tout le monde, tu pourras, peut-être qu'un jour tu seras un faible et je m'occuperai de toi. Et ça, je crois que ça aide énormément les forts, qui du coup sont moins dans cette espèce de je dois faire un sprint de moins de 10 secondes au 100 mètres, mais surtout je dois les enchaîner. Et c'est ça qu'on voit chez les gens très forts, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont en train d'enchaîner des 100 mètres, alors que Bolt, il en courait 4 par an, hein, mais eux, ils doivent en courir tous les jours. Et c'est ça que j'aime bien, moi, dans la dignité des faibles. C'est l'idée de se dire, mais en fait, on a des faiblesses quand on est un humain. Exactement. Qu'on soit Lancelot ou Arthur, on a des faiblesses et on les accepte et on apprend à les gérer et le collectif aide beaucoup à ça. On les gère collectivement. Surtout, enfin, moi, en tout cas, ce qui me touche, c'est que ça revient à la conception très humaniste du travail. Et qui est du coup que c'est pas la performance qu'on cherche d'abord, c'est la dignité. Et c'est sûrement en allant récupérer la dignité qu'on arrive finalement à la performance. Mais en tout cas, le premier horizon qu'on se donne, c'est celui-là. Et ça, je trouve que c'est pas mal de remettre ça au centre. Et en plus, je crois que c'est, comme tu dis, c'est pragmatique. En plus, je crois que finalement, on s'y retrouve sur la performance. Et notamment dans nos pays à nous, quand je dis nos pays, c'est toute l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, les pays un peu chers. C'est qu'en plus, je crois que c'est dans la complexité des rapports entre les humains, dans la complexité des réflexions, des échanges, des décisions, qu'on va avoir notre performance pour les décennies à venir, et certainement pas dans l'application bête et méchante de lois un peu assénées avec des valeurs comme le fait Lancelot. Ouais, la performance devient une conséquence en fait, plus qu'un objectif en lui-même après lequel on court. Et pour aller plus loin, Alors pour aller plus loin, nous on vous conseille déjà un article qui a été écrit qui s'appelle La revanche managériale d'Arthur que vous pourrez retrouver sur notre blog. On vous conseille également sans surprise de regarder tout Camelot et particulièrement les saisons 3, 4, 6 où il se passe le plus de choses en termes de management. En tout cas, essayez de le regarder avec ces lunettes-là.
Et puis, si vous aimez le sport ou pas d'ailleurs, on vous conseille de regarder Les Yeux dans les Bleus, ce super documentaire sur la Coupe du Monde 98, où vous pourrez voir le beau management arthurien d'Aimé Jacquet. Et puis, vous pouvez regarder en miroir des extraits de tout ce que fait José Mourinho, qui lui a un management un peu plus Lancelot. Merci à tous nos auditeurs d'avoir partagé ce moment avec nous, qui était très agréable. Et d'ailleurs, si vous avez aimé, vous pouvez venir la prochaine fois et être notre acolyte également, parce que j'ai décidé de rester finalement. Sinon, vous pouvez aller sur iTunes, mettre des étoiles, des commentaires et même nous proposer des sujets pour les prochains. Salut à tous. Salut, à la prochaine.